Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand. Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma dans une configuration un peu spéciale puisque nous sommes une nouvelle fois en public au Club de l'Étoile. On s'apprête à redécouvrir ou à découvrir pour certains d'entre nous sur grand écran Les Fils de l'Homme, Children of Men d'Alfonso Cuarón, dont on va causer avec mon camarade Rafik Djoumi. Salut Rafik. Salut Thomas. C'est Nos Ciné Extra Ball spécial Les Fils de l'Homme et c'est parti. Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît. Rafik, une nouvelle fois, un film qui n'a pas trouvé son public à sa sortie, décidément. On les enchaîne en ce moment. C'est la raison d'être de ces soirées au Club de l'Étoile. C'est de permettre aux gens de voir enfin sur un bel écran des films qui ont été faits pour ça, mais qui n'ont pas eu cette opportunité. Et de parfois se poser la question de qu'est-ce qui s'est passé. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Je te la pose, la question, Rafik. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Avant d'en arriver à qu'est-ce qui s'est passé, il faut savoir d'où on vient par rapport à un projet comme Les Fils de l'Homme. Puisque c'est un projet de longue haleine, notamment pour une de ses productrices, Hilary Shore, qui a découvert le roman à l'origine de Billy James, dans les années 90 et qui a tout de suite mis une option dessus. Mais elle travaillait pour une boîte qui s'appelle Hit and Run Production, qui en fait était surtout dans la musique. Ils bossaient avec Phil Collins, ce genre de personnes. Et ils avaient très très peu de films à leur actif. Ils avaient produit Eye of the Beholder, qui était un film qui s'appelait Le Voyeur en 1999, voilà, qui était plus ou moins le même film la même histoire que Mortelle Randonnée de Claude Miller. Donc il aura fallu quand même 9 ans à cette nana pour pouvoir monter le projet. En fait, c'est sa rencontre avec Mark Abraham de Strike Entertainment, qui lui est un producteur américain, qui lui voulait aussi les droits du roman. Voilà, on a découvert que c'était ces Anglais qui l'avaient. Du coup, ils ont fait alliance. Mais c'était pas une production majeure. C'est pas un gros studio qui a lancé cette machine. Et donc, on sait bien qu'il faut pour ça, généralement, il faut au moins un comédien, un nom et un réalisateur. Et pour ce qui est du réalisateur, ce qui va les mener en fait à Alfonso Cuarón, c'est la position un peu particulière qu'il a à cette époque-là, parce que Cuarón, en fait, il a eu une première carrière hollywoodienne qui s'est cassé la gueule. Il avait fait un film qui était La Petite Princesse, qui était déjà un film qui était censé se passer en Angleterre. C'était déjà une adaptation d'un roman. Voilà. Et ensuite, ça l'a mené à une plus grosse production hollywoodienne qui était de l'adaptation des Grandes Espérances de Dickens, qui s'est complètement planté et qui lui a immédiatement brûlé les ailes à Hollywood, qui était aussi un film d'inspiration anglaise. Donc c'est déjà intéressant de voir ce rapport de Cuarón avec pas forcément la culture anglaise, mais l'imagerie. Et donc en fait, il était un peu revenu la queue entre les jambes au Mexique, où il s'est refait avec un film intimiste qui était Y tu mamá también, un film aussi un peu dépressif vu son expérience. D'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'à la même époque, Guillermo del Toro avait vécu la même chose, puisque après Mimic, il est reparti d'Hollywood. En gros, ces deux amis de longue date se sont dit, on n'y parviendra pas en jouant leur jeu. Et donc, Y tu mamá también, qui est un film d'une extrême énergie, va pour le coup vraiment séduire l'Académie américaine. Il va être nominé à la fois au Golden Globe et nommé. Oui, je sais que tu détestes qu'on dise ça. Au Golden Globe et aux Oscars. Donc, même s'il gagne pas, ça refait de Cuarón une valeur sûre. En tout cas, quelqu'un qu'on peut mettre sur une affiche. Et donc, on lui propose le projet en 2001. Et au début, lui, oui, non, il sait pas trop. Et en fait, ce qui l'attire, c'est surtout le pitch. Il a pas envie de lire le bouquin, parce qu'il a pas envie. Il n'en lira d'ailleurs qu'un résumé. Voilà, tout à fait. Il a le résumé et les adaptations scénaristiques. Mais en fait, le concept l'a tellement nourri qu'il a peur que le bouquin le fasse partir dans une autre direction. Et c'est peut-être pas un hasard que ça se passe à cette période-là, parce que le monde est en train de vivre un bouleversement, qui est symbolisé évidemment par le 11 septembre de cette année-là, mais qui est un mouvement plus global d'une forme on va dire une nouvelle perte des illusions. On sort de plusieurs années où il y a eu d'énormes manifestations altermondialistes au G20. On a complètement oublié d'ailleurs aujourd'hui toute l'agitation politique qu'il y avait avant que le 11 septembre en gros arrive et dise à tout le monde fermez vos gueules. Donc Cuarón, il était quand même dans cette dynamique et attentif aux mouvements sociaux qui
produisait à travers le monde, où en gros l'humanité était en train de dire à ses dirigeants, faites quelque chose, là on va vraiment dans le mur, on sait pas de quoi, mais on va dans un mur, quoi. Et donc je pense que les Fils de l'Homme, enfin sa vision des Fils de l'Homme s'est nourrie de ça, de ce chaos que le 11 septembre a d'une certaine façon restructuré en un néo-fascisme, je sais pas comment le dire, quoi. Donc il est très très excité par l'idée de faire un film d'une certaine façon concept, quoi. Mais grâce à son ami Guillermo, il va se retrouver sur un énorme projet qui est donc Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, parce que le film a été proposé en fait à Guillermo, Toro, qui après réflexion a décidé de pas le faire parce que lui aussi avait décidé de refaire sa carrière hollywoodienne en étant complètement maître et refusé de faire un film où il y avait une batterie de 50 producteurs au-dessus de lui. Bon, Alfonso, lui, était plus souple à ce niveau-là, même si Warner avait peur, parce que quand ils ont vu Thomas Tambien, ils ont eu peur que Harry et ses copains se fassent des partouzes dans tous les coins. Mais bon, concept aussi. Non, mais très vite, le résultat leur a donné raison, et en plus, je crois que J.K. Rowling était très pour, parce qu'elle adorait la petite princesse, donc tout allait bien. Mais en fait, sur Harry Potter, avec l'énorme budget qui est mis à sa disposition, il va aussi pouvoir expérimenter quelque chose qu'il a envisagé sur un plan esthétique pour les Fils de l'Homme. Parce que, pareil, à cette époque, donc au début des années 2000, on commence à voir exploser un nouveau type de filmage qui se voudrait un peu chaotique. On va avoir arriver les Jason Bourne, tous ces trucs-là, voilà, qui en gros fait bouger ta caméra dans tous les sens sans te préoccuper du reste, qui donne des films certes chaotiques pour le coup, mais alors complètement incompréhensibles. Et donc, pour un mec comme Cuarón, il y a l'idée de comment on pourrait obtenir cette sensation-là avec quelque chose de lisible, en fait. Sens. Voilà. Et sa source d'inspiration, elle sera la même d'ailleurs que celle de McTiernan sur Die Hard 3 en partie. C'est La bataille d'Alger de Gillo Pontecorvo, qui est un film indispensable si vous ne l'avez pas vu. 1967. Voilà, suffisamment indispensable pour avoir été interdit en France à l'époque et son réalisateur défoncé par les cahiers du cinéma. Donc vous savez que vous devez le voir maintenant, et qui est vraiment le film qui a créé ce qu'aujourd'hui on appelle ce langage, handycam, quoi, vraiment près du corps, où t'as l'impression de suivre les personnages dans leurs déplacements, etc. Un langage coup de poing, quoi. Son autre référence, c'est l'Aurore de Murnau. Bon, non, je suis pas censé le dire, c'est un secret. Hein. Enfin, je veux dire, tu sais bien que l'obédience cinéphile nous interdit de dire, nous interdit de dire que l'Aurore est le plus grand film de toute l'histoire du cinéma. C'est vrai que c'est en violation de tous nos codes. Vous nous avez pas entendu, on vous a jamais dit ça. L'Aurore, en fait, tout simplement parce que c'est le film qui a vraiment popularisé, enfin, démontré, que le filmage impossible ne l'était jamais, quoi, et qu'on pouvait vraiment tout tenter pour non seulement raconter l'histoire, mais surtout traduire un sentiment, quoi, en termes de mouvements de grue, de plans séquences, etc. Et donc, les Fils de l'Homme, qui en fait est pas vraiment un film à récit quand on réfléchit bien. Il y a une intrigue, il y a un fil conducteur, mais elle est quand même extrêmement ténue. Qui est très ténue. C'est plus un film de sentiment, en fait. C'est un film qui nous donne l'impression d'un monde plus qu'autre chose. On traverse cet univers. Et Cuarón n'a pas non plus l'intention de faire un film politique comme il les déteste, c'est-à-dire vraiment donneur de leçons, à plaquer des tracts dans la gueule du spectateur. C'est aussi pour ça qu'il privilégie le ressenti, la sensation, et du coup il va énormément travailler évidemment le design et aussi une certaine forme de symbolique, dont une qui je trouve est passée relativement inaperçue, qui est celle des animaux. Le film est rempli d'animaux dans tous les coins, des allusions, parce que en fait c'est une façon pour lui de retrouver le caractère de fable de La ferme des animaux de George Orwell, qui avait inspiré d'ailleurs aussi les Pink Floyd quand ils avaient fait l'album Animals. Tout à fait. Qui était la version capitaliste de La ferme des animaux, qui elle parlait du totalitarisme soviétique. Et comme par hasard, évidemment, dans Les Fils de l'Homme, on a une allusion directe à la couverture de cet album, avec le cochon géant qui flotte dans le ciel. Donc il y a cette idée en fait d'assimiler cette humanité à des animaux en perdition, en fait, quoi. Ce mur contre lequel la société tournant des années 2000 bloquée, c'était la perte des illusions, c'est la perte de l'espoir. Et la perte de l'espoir, c'est en gros la perte de tout ce qui fait notre humanité. Nous sommes des créatures guidées. Nous sommes, en gros, l'espèce humaine est la seule espèce qui a une conscience de l'après, de ce qui vient après. Et elle se construit en fonction de ça. Lui retirer l'après, c'est lui retirer son humanité, tout simplement. Donc la vraie problématique de destruction du monde, de déchéance, elle est là, en fait. Quand tu nous retires l'après, il y a plus rien, il y a plus d'humanité. Évidemment, le pitch même du film, qui est donc cette j'ai plus le mot en tête, mais bon, en gros l'infertilité voilà, des humains. On n'a pas besoin de nous rappeler que c'est la perte de l'espoir, en fait. On le comprend immédiatement et encore une fois intuitivement.
Donc voilà, c'est comment construire un film qui soit pas un propos politique, mais un sentiment politique. Et puis évidemment, il va falloir après mettre tout ça en œuvre. C'est un gros travail de design qui a pas forcément vocation à être vu en tant que tel. C'est pas Blade Runner au sens waouh, tu t'extasies devant le truc, mais il y a un travail énorme. Juste pour exemple, il y a toute une scène où le personnage de Julianne Moore l'accueille dans une pièce qui est intégralement recouverte de coupures de presse. Toutes ces coupures de presse ont été créées pour le film. C'est-à-dire que il y a des articles en fait sur les murs, vraiment qui ont été rédigés, etc. par l'équipe. Voilà, absolument tous. Donc je vais pas lister comme ça tous les petits détails qui se baladent dans tous les coins, mais les choses ont toujours un sens, quoi. On a quand il se fait kidnapper, on le balance dans une camionnette qui porte le nom de Holden & Sons parce que le personnage de la Trappe-Cœur s'appelait Holden, tu vois, et donc ce personnage révolté contre le système. Holden Caulfield. Voilà. Bon, je vais pas non plus trop m'attarder sur la symbolique mythologique qui est bon, déjà dans le titre, évidemment, christique par essence du groupe du film. de terroristes s'appelle les Poissons. Voilà, qui donc est le signe de reconnaissance des premiers chrétiens, underground. Le héros, donc Théo Faron, c'est littéralement le dieu des phares. D'ailleurs, la boîte de prod, une des boîtes de prod, c'est Beacon Production. Donc il y a cette idée de lancer une lumière, un espoir et tout ça. Mais il y a une conscience aussi mythologique. D'autant plus mythologique que le Tequila Gang, qui sont donc ces trois réalisateurs, Iñárritu, Guillermo del Toro et Alfonso Cuarón, ont chacun sorti un film à cette période qui se répondent par leur titre en fait, qui sont La labyrinthe de Pan, c'est-à-dire celui de la sagesse antique, Babel, qui est celui de la sagesse perse, et Les Fils de l'homme, qui est celui de la sagesse chrétienne en fait. Donc je vous laisse après déduire ce que vous voulez des rapports que les films entretiennent entre eux à un niveau symbolique et mythologique. Mais c'est là aussi en fait. Encore une fois, c'est un film qui est puissamment politique, mais que ça n'est pas un tract politique. Et c'est peut-être aussi ce qui lui donne sa saveur et sa particularité, je pense, chez un public notamment de geeks comme nous, qui détestons en général qu'on leur fasse la leçon, mais qui sont prêts à tout gober si tu nous donnes l'émotion qui va avec, on est prêts à te suivre jusqu'au bout du monde. D'ailleurs, j'ai demandé à ce qu'on me passe ensuite un court-métrage qui a été fait par Alfonso Cuarón et son fils pour faire la promotion d'un livre qui s'appelle La stratégie du choc de Naomi Klein. Et vous comprendrez, enfin vous verrez en voyant ce court-métrage publicitaire au ton très particulier les préoccupations qui déjà, que Cuarón avait au moment où il travaillait sur Les Fils de l'homme. Qu'est-ce qui a fait que ce film n'a pas été accueilli comme il se doit? C'est la question traditionnelle de ce rendez-vous. Bon déjà, donc c'est un film qui a été distribué par Universal à une époque où il y avait déjà un glissement de terrain à Hollywood, au sens où ils avaient de plus en plus de mal à vendre des films qui étaient des produits, des prototypes en fait. On commençait déjà à pas mal faire du surplace au niveau des franchises. On est dans la grande période Shrek 2 et compagnie, où les Fast and Furious cartonnent et tout ça. Et bon. Un film aussi singulier avec un pitch, même si le pitch est puissant, je pense que le pitch est puissant et donne envie aux gens de le voir. Le film en lui-même est trop pas complexe, mais encore une fois, comme il n'y a pas un récit fort derrière ce pitch, il savait pas comment le vendre. En gros, il se reposait simplement sur le roman d'origine qui lui-même n'est pas un énorme succès, voilà. Gigantesque. Et Cuarón n'était certainement pas une star, même Harry Potter n'avait certainement pas servi à faire de lui une star. Dès la sortie du film, je me surprenais parce que la sortie du film était vraiment quasiment la même que celle de Blade Runner. C'est-à-dire vraiment, on avait un réalisateur qui venait de sortir d'un énorme carton, avec des stars qui avaient été sur des blockbusters juste avant aussi, sur un film qui proposait visuellement un pas en avant, enfin on sautait un truc, c'est-à-dire qu'à l'époque le public amateur de fantastique, il était en gros coincé entre la mythologie fantaisiste à la Seigneur des Anneaux ou Harry Potter et pas le rationalisme, mais comment dire, un truc un peu plus ésotérique et intellectuel comme Matrix. Oui. Et un film qui était ni l'un ni l'autre et qui nous obligeait, ne serait-ce que visuellement, à franchir un pas, c'était déjà peut-être un peu trop tôt. Donc je pense que ça contribue, parce que c'est ce public-là qui aurait pu faire vraiment décoller le film, je pense. Il existe, il a fini par rencontrer le film, mais il l'a rencontré tardivement après sa sortie. Donc je pense qu'il s'est planté en grande partie parce qu'il était difficile à vendre et qu'il parlait encore trop de son époque. Les films qui parlent vraiment de leur époque, qui mettent le nez directement sur l'époque. Ouais, généralement l'époque les refuse en fait. Elle n'est pas encore disposée à les voir. Aujourd'hui, c'est peut-être plus facile. Je dis pas qu'on est sorti de cette période désillusionnée, mais non, pas vraiment. Pas vraiment. Mais on sent qu'il y a un frémissement d'autre chose. Oui. Et donc on est en mesure de regarder ce qui s'est passé derrière nous. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est plus facile pour nous de regarder Les Fils de l'homme et se dire ah oui,
psychologiquement on en était à ce point-là. Ça allait vraiment super mal, quoi. Ça aurait pu descendre encore plus bas si on n'avait pas décidé de se réveiller un peu aux dernières minutes. Donc c'était un film qui, au même titre que Blade Runner, était condamné à passer à côté du public vraiment de son époque, avant de devenir un film absolument incontournable, quoi. Aujourd'hui, je suis fasciné de voir, fasciné et rassuré de voir le nombre de fois où on me cite ce film à tout bout de champ, quoi, parce qu'effectivement, il a créé quelque chose d'assez unique, en plus très difficile à reproduire sur d'autres formules. Visuellement, évidemment, il a son style, bien heureusement, a permis de rénover un peu ce filmage près du corps et à nous faire sortir de ces films hachurés qui nous flinguaient les yeux, quoi. Mais ce sont des films qui sont difficiles à faire. Les plans séquences que vous allez voir là ont demandé non seulement beaucoup de temps, mais aussi de faire, comment dire, on fait peur au studio. Je la raconte pas, mais la grande scène finale qui est vraiment un plan séquence complètement dingue, a nécessité des jours et des jours de tournage et de répétition. Et Universal derrière, il tirait la sonnette d'alarme en disant là, c'est quoi là, bon, il faut vraiment qu'il fasse faire confiance à un réalisateur pour accepter qu'il se lance comme ça dans des trucs aussi, voilà. Le film a coûté assez cher aussi parce que au niveau des effets spéciaux, il y a un énorme 73 millions de dollars, je crois. Ouais, un énorme boulot de ça va. Comment ça s'appelle, Double Negative et Framestore. Double Negative, ils se sont par exemple, il y a une séquence qui est aujourd'hui devenue célèbre qui se passe dans la bagnole, qui est filmée en plan séquence avec la caméra qui détaille tous les personnages dans la bagnole alors qu'ils sont en train de se faire attaquer. En fait, ça a été tourné en plan séquence, mais c'est quand même des plans raccordés. Il y a plusieurs plans séquences qui sont raccordés les uns aux autres et les cascadeurs dans cette scène en fait sont incrustés numériquement. Donc il y a à la fois un exploit de tournage. Dokicam System avait développé un rig en fait qui était c'est un peu compliqué. Mais sans les images, voilà. C'est dur. Mais en gros, c'est pas une vraie voiture. Ils sont pas dans une vraie voiture. Ils sont pas dans une vraie voiture. Framestore donc a fait un boulot extraordinaire avec un être humain numérique que je ne décrirai pas parce que donc il est à la fin du film, dévoiler, effectivement, voilà, et qui est passé comme une lettre à la poste. Ah, oui. Pas un spectateur qui a percuté à l'époque. Donc voilà, et faire des effets spéciaux aussi complexes et invisibles, ça coûte bonbon aussi. Et c'est pas payant immédiatement. C'est-à-dire que pour le public, c'est pas spectaculaire en fait, contrairement à un hippogriffe par exemple. Donc le film, il n'y a pas d'hippogriffe dans Les Fils de l'Homme. Je tiens à vous prévenir. Je suis désolé. Donc il a un peu payé le prix de sa recherche comme ça de naturalisme qui aujourd'hui est payant puisque c'est aussi une des raisons pour lesquelles le film les gens admirent le film. Donc voilà. Remercions le temps d'avoir fait son œuvre et d'avoir permis à ce film de devenir ce qu'il est aux yeux de beaucoup de gens qui le considèrent comme un classique. C'était vraiment pas gagné la semaine de sa sortie. Donc merci à tous ceux qui le voient et le revoient. Donc merci à vous. Merci à vous et merci à toi Rafik. Merci au Club de l'Étoile et donc à vous, au public, pour l'accueil. Binge.audio pour retrouver toutes nos émissions. On vous dit à très vite. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd. Binge.